Du coup, je vous laisse la parole maintenant pour une première présentation d'une étude de cas et pour pouvoir ensuite vous expliquer un peu de théorie aussi sur l'atteinte vestibulaire. Donc je laisse la parole à Elisabeth Lasserre et Claire Pourcelot. J'aurais aimé être debout. Mais j'en sais rien. Bah vas-y, je te demande. Tu veux que je te le mette là-bas ? Donc, tu veux que je te l'emmène ? non, on ne va pas le mettre dessus. Je ne sais pas si je vais m'en sortir comme ça, on verra. Par contre, donc, l'atteinte des fonctions vestibulaires, elle fait partie, comme je viens de vous le dire, de l'ensemble des atteintes sensorielles et cérébrales qui sont susceptibles d'être associées à la surdité. Voilà, il y a les atteintes des fonctions visio-spatiales, les fonctions exécutives, etc. Et tout ça se recoupe, hein, ce n'est pas des entités étanches. Voilà. Et surtout, il y a, dans le cadre du handicap rare, des enfants que vous pourrez retrouver avec atteinte des fonctions vestibulaires, atteinte des fonctions exécutives, atteinte des fonctions visuelles, neurovisuelles, enfin bon. C'est pas des entités séparées et étanches. Voilà. Bon, je vais le faire. Voilà. Donc, les pathologies pourvoyeuses de surdité. Pardon. Heureusement que Camille est là pour rappeler à l'ordre. Les pathologies pourvoyeuses de surdité et d'atteinte vestibulaire. Alors, bon, je vous en ai mis quelques-unes, il y en a plein, hein, hélas. Le syndrome charge où les atteintes vestibulaires sont constantes. Le syndrome de Usher de type 1. L'infection par CMV, la méningite, la rubéole congénitale. Bon. Alors, pourquoi a-t-on ces associations souvent dans ces pathologies ? Parce qu'il y a une proximité du vestibule, de l'organe vestibulaire et de la cochlée dans l'oreille interne. Et on a la même origine embryonnaire. C'est la placode optique. Et ces pathologies sont acquises ou congénitales dans la petite enfance, ou acquises dans la petite enfance. Donc, comme on l'a déjà dit, les anomalies de la fonction vestibulaire se retrouvent dans 60% des surdités de perception, et quel que soit leur seuil. Donc c'est quand même important. Et on a 20% des enfants sourds profonds qui ont une aréflexie vestibulaire, c'est-à-dire vraiment pas de fonction vestibulaire. Ah oui. Donc on va commencer cette présentation par l'histoire d'Émilie, que va nous narrer Claire Buillet. C'est donc une situation qu'elle a rencontrée et suivie, une enfant qu'elle a rencontrée et suivie au CEDA, où elle travaille. Voilà. Et là, c'est juste le planning de la journée, de notre présentation, où on verra l'appareil vestibulaire et ses connexions. Enfin, je vous ferai un peu de théorie. J'essaierai de ne pas être trop absconce. On va parler évidemment de l'information vestibulaire et du lien avec la posture et le regard. Et surtout après, on parlera de l'information vestibulaire
et l'orientation spatiale, comme la cognition spatiale. Les troubles vestibulaires ont vraiment, on verra, une incidence sur la spatialité de façon générale, aussi bien la spatialité dans l'espace réel, online, que la spatialité offline, la spatialité qu'on se fait dans la tête. Sur la représentation de notre corps, et on verra brièvement le lien entre l'information vestibulaire et les processus affectifs. Alors, bonjour, moi je vais essayer de vous raconter le petit bout de chemin que j'ai parcouru avec Émilie et sa famille il y a quelques années déjà. Donc Émilie, elle est née en février 2018, c'est le premier enfant du couple parental. Monsieur est technicien dans la défense, madame infirmière anesthésiste et elle a déjà 3 enfants d'une précédente union. La fratrie, là, ça sera une vraie alliée dans l'accompagnement psychomoteur d'Émilie. Moi, la première fois que je rencontre Émilie, elle a 4 mois, elle est dans son landau, et je la croise dans le couloir en sortant de ma salle parce que les parents sont venus rencontrer la chef de service. Elle est toute petite, toute sage, mais je sens ses parents déjà hyper investis dans l'accompagnement de leur fille, bienveillants avec eux et plein d'attentes dans notre service. Lors de l'admission en septembre, j'apprends qu'Émilie elle est née en siège à 38 semaines, qu'elle pesait 2,870 kg, elle mesurait 45 cm. Elle pesait 2,870 kg et elle mesurait 46 cm. Donc c'est un peu bas. Elle présente une surdité sévère à gauche et moyenne à droite. Les parents sont déjà lancés dans l'appareillage. Elle a 2 prothèses auditives simples qu'elle a eues pour ses 5 mois. Elle les porte bien. En cabine, ils observent déjà des réactions à 50 décibels sur toutes les fréquences. Et puis, il y a des réactions d'orientation au bruit. L'orthophonie aussi a débuté en libéral. Mais les parents veulent vraiment se rapprocher de notre service pour avoir un accompagnement global. Les médecins, eux, ils se posent déjà la question d'une surdité évolutive. Parce que Émilie, elle a une malformation de l'oreille externe. Elle a une dysplasie des oreilles. Et il y a eu un IRM en août qui montre qu'il y a une malformation cochléo-vestibulaire importante. Et ils suspectent une absence de nerf auditif. Mais les médecins ne sont pas très sûrs de leurs résultats parce que quand ils observent Émilie, elle réagit au bruit. Donc c'est un petit peu bizarre. Émilie, elle a aussi une atteinte cardiaque. Donc du coup, on se questionne aussi autour de l'existence d'un syndrome charge. Donc les parents, ils arrivent avec tout ça chez nous. Moi, lorsque je regarde Émilie, je la trouve calme, attentive. Elle observe absolument tout visuellement. L'espace de la salle, les personnes qui parlent. Elle suit les interactions. Elle babille. Par contre, même si elle est bien dans l'échange, moi je remarque tout de suite que sa tête, elle pèse lourd comme ça. Elle a du mal à la tenir. Elle se fatigue très vite. Alors elle se met un petit coup contre le dos contre ses parents. Et hop, elle se repose, elle se remobilise de nouveau. Tout de suite, les parents nous expriment leurs inquiétudes par rapport au fait que leur fille soit porteuse d'un syndrome charge. Et puis la maman, elle nous demande à ce qu'on l'aide pour qu'elle reste à sa place de maman. Parce que comme elle est infirmière, les médecins s'adressent directement à elle et lui balancent les informations comme ça très rapidement. Du coup, elle repart de rendez-vous avec encore plus de questions peut-être que d'autres parents. Donc, l'accompagnement d'Émilie et sa famille se met en route. D'abord, une période d'observation pendant 6 mois pour prendre le temps d'observer Émilie, de comprendre ses besoins, de voir avec la famille sur quelles pistes ils sont prêts à s'investir dans l'accompagnement. Donc, on décide de poursuivre l'ortho en libéral. La psychologue rencontre Émilie et sa famille pour faire connaissance. Et puis, il y a l'assistante sociale qui prépare l'accompagnement psychomote à domicile en faisant 2 visites. Donc rapidement, moi je démarre 1 fois par semaine, après la sieste d'Émilie, au domicile. Le papa est là très souvent, la maman aussi.
Et puis, comme c'est la fin d'après-midi, il y a les frères, sœurs qui rentrent, tout ça. Donc les séances, c'est varié. C'est 1 fois 2 par an, 1 fois 1. Les frères et sœurs qui se greffent au milieu. C'est très riche. Puis quand Émilie, elle dort, parce que ça arrive, et ben, du coup, on en profite pour discuter entre nous et essayer de répondre à tous leurs questionnements. Au retour des vacances d'automne, la maman m'informe du résultat du scanner des rochers, qui confirme une malformation bilatérale de l'oreille interne, avec aplasie cochléaire, malformation du vestibule, avec uniquement le canal semi-circulaire supérieur droit et gauche. Et puis les conduits auditifs internes sont tout fins, tout petits. Il y a une hypoplasie. Donc il faut rassurer la famille, leur expliquer que la priorité pour qu'Émilie puisse poursuivre son développement de manière harmonieuse, c'est qu'elle ait un beau tonus axial qui va lui pouvoir de tenir sa tête et se dégager du coup d'une hypertonie qu'elle peut avoir dans les membres supérieurs pour qu'elle développe tout ce qui est coordination oculo-manuelle et tout ce qui est praxie. L'objectif aussi, c'est qu'elle ait une bonne qualité de fixation visuelle du regard, parce que c'est la base de toutes les compensations qu'on va mettre en place, que ça soit au niveau de l'équilibre ou au niveau de la communication. Donc à cette période, l'orthophoniste du service prend le relais, et du coup, lui, il va stimuler tout ce qui est capacité de communication, le contact visuel, l'expression du regard, l'utilisation de la voix, l'appétence à être en relation. Tout ça, que ça soit en LSF ou sur le mode plus oral, en sensibilisant à l'utilisation du code LPC. Émilie, c'est un bébé éveillé qui recherche toujours le contact visuel, l'interaction, l'échange. Elle est très sensible aux stimuli visuels, elle apprécie les jeux de mimique, elle peut rire de bon cœur. Elle regarde beaucoup autour d'elle, elle supporte absolument pas d'être portée face au corps de l'adulte. Donc on pense à une hypervigilance aux stimuli visuels, et puis elle va toujours au bout de ses forces, jusqu'au moment où ouf, elle s'effondre. Elle est en recherche de vibrations, elle vocalise énormément, des pum. Les observations des réactions au bruit, elles sont déconcertantes pendant toute cette période. Parce que Émilie, parfois, elle réagit à son prénom, mais pas du tout à des bruits forts. Le papa, lui, il est très sensible aux réactions de sa fille et aux perceptions sonores. Et puis la maman, elle a été très vite au travail autour du comment rendre visible le monde sonore autour d'elle et pour mettre en place les prérequis à la communication. Émilie, elle a souvent et encore toujours la tête penchée en avant lorsqu'elle est dans les bras ou en position assise. Elle fait de gros efforts, mais la tenue de sa tête, ça la fatigue très vite. Elle est très tonique, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pour pallier une hypotonie de fond. Elle apprécie beaucoup les massages, elle peut se laisser à une vraie détente, mais dès qu'elle perçoit un stimuli visuel, hop, elle est repartie. Elle a du mal à s'endormir aussi. À 8 mois, elle commence à tenir assise, elle gazouille encore abondamment. La psychologue va rencontrer la famille, d'abord avec la chef de service, puis après elle viendra au domicile avec moi pour soutenir des parents qu'on sent un petit peu en souffrance par rapport à tous les questionnements qui les traversent, que ce soit autour de la génétique ou des bilans ORL qui se contredisent un peu. Puis finalement, on parle d'une surdité neurosensorielle profonde, voire d'une cophose bilatérale. Donc du coup, on ne sait pas si on va pouvoir, par exemple, implanter Émilie. Donc tout le monde est un peu dans l'attente. En janvier, les parents m'informent des conclusions du bilan vestibulaire. Donc on est bien devant une hyporéflexivité vestibulaire sévère bilatérale. Et par contre, l'équipe d'ORL qui l'a bilantée, Émilie, est surprise parce qu'elle a un tonus postural qui est très bon. Et à part une fatigabilité en fin d'évaluation, il ne repère pas de signes d'atteinte vestibulaire massive chez le tout petit. Elle commence à babiller en LSF, Émilie. On lui prend les mains pour faire préciser les configurations des signes.
Et puis, au regard de l'évolution d'Émilie qui s'empare de la LSF et du code, nous, on souhaite vraiment vérifier que l'entrée visuelle soit bonne. Donc, du coup, on va demander un bilan orthoptique qui dit qu'au niveau sensoriel et moteur, tout est bon, mais qu'il est possible qu'elle ait besoin d'une correction pour une petite hypermétropie. Émilie, elle continue son évolution, elle est bien dans le contact, dans la com, elle est charmeuse, souriante, elle comprend bien les intentions, elle a toujours son petit caractère bien trempé, elle vocalise, il n'y a rien de particulier. En juin 2019, la maman reçoit un coup de téléphone des ORL du CHU de Paris qui explique qu'elle ne pourra pas être implantée. Et puis, quelques jours après, le syndrome de charge est lui aussi éliminé. Donc, Émilie poursuit son développement avec le soutien de la famille, même si le couple parental n'est pas sur le même plan d'acceptation des fragilités de leur fille. Ils ont néanmoins une grande bienveillance l'un envers l'autre. Le contrôle de la vue montre qu'elle a une bonne acuité aux 2 yeux. Donc, il passe un été plutôt serein et tranquille. À la rentrée, Émilie, elle a 18 mois. Ses capacités attentionnelles sont meilleures. Sa famille et puis elle, ils nous montrent qu'ils s'orientent vers un projet bilingue en LSF. Donc du coup, dans l'équipe, on mobilise une AMP et une codeuse qui vont rejoindre l'équipe pour sensibiliser toute la famille à la LSF et développer sa conscience du français oral pour plus tard faciliter son accès à l'écrit. Le consensus, en fait, qu'on a dans l'équipe, c'est de donner le maximum d'outils à Émilie et la famille pour qu'elle puisse communiquer et que ça l'accompagne au mieux dans son développement. Il y a un nouveau bilan vestibulaire qui est fait, qui confirme la réflexie bivestibulaire, mais qui dit que l'évolution posturale d'Émilie est très satisfaisante. Elle a juste un léger retard des acquisitions posturomotrices et elle est très orientée dans l'espace et qu'elle a une autonomie qui est assez remarquable. La marche autonome est acquise en janvier 2020, mais Émilie, elle garde toujours ce qu'on appelle un polygone de sustentation élargi, c'est-à-dire qu'elle écarte les pieds beaucoup. Elle peut tourner, mais elle chute assez souvent. Elle boit bien, mais l'alimentation reste compliquée. Elle est toujours présente dans la relation, souriante, elle vocalise. Mais maintenant, elle fait de nombreux signes, de plus en plus. Et puis, j'ai les collègues orthophonistes, l'AMP, la codeuse, qui remarquent que depuis qu'Émilie acquiert la marche, et quand elle est bien installée, sa qualité d'intention est meilleure et de plus longue durée. Tout ça, c'est parce que son tonus axial se développe. Elle est maintenant attentive visuellement aux détails des configurations de mains, de bouche, et ses mimiques se diversifient encore. Tout au long de l'année, le travail de notre équipe, ça va être également d'accompagner Émilie et sa famille en leur expliquant nos limites. Parce qu'on a un CEF surdité en Franche-Comté et que la scolarité en LSF, elle est inexistante dans notre région. On a très peu de moyens. Donc assez naturellement, même si c'est pas simple pour le couple parental d'abord et puis la famille, ils décident du coup de déménager pour permettre à Émilie d'avoir une scolarité en LSF dans un territoire avec une grande communauté sourde qui lui permette de s'épanouir dans cette culture qu'il nomme comme la sienne et dans laquelle il souhaite tous s'inclure. Donc l'année suivante, l'année scolaire 2020-2021, on accompagne toute la famille d'Émilie dans leur projet de vie autour de l'orientation de leur fille. Les parents poursuivent l'investissement dans la LSF et la culture sourde. Ils font des sorties sportives, et ils vont à des visites organisées par des petits groupes associatifs. Émilie, durant l'été, elle a acquis la propreté. Et puis, elle refait encore un bilan vestibulaire, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un suivi très régulier. Et là, l'équipe de Bron nous confirme aréflexie avec absence totale de toute activité de capteur de mouvement. Là encore, ils sont étonnamment surpris par rapport à la qualité des acquisitions posturomotrices d'Émilie et puis à son tonus. En fait, ils nous expliquent qu'il n'y a à peu près qu'une seule vésicule
et un seul canal semi-circulaire postérieur qui est identifiable des deux côtés. Donc il n'y a quasiment rien. Et il n'y a éventuellement pas du tout de nerf 8 aussi. Donc on poursuit la psychomote, elle continue à faire des progrès, et tout au long de l'année, elle va développer sa LSF, mais aussi ses capacités d'expression et de décodage. Elle est parfaitement intégrée chez ses pairs entendants. Sa malice et son caractère bien trempé sont toujours présents, et ça, c'est un véritable appui dans l'accompagnement d'Émilie, parce qu'elle est déterminée à faire comme les autres, et toute seule. Donc elle fait du foot, elle joue sur le trampoline, la balançoire, elle fait des galipettes, tout ça avec ses frères et sœurs qui ne sont jamais à court d'idées. En avril 2021, Émilie va porter des lunettes pour corriger une hypermétropie. Et là encore, tout de suite, elle s'en empare, elle les porte. Et l'entourage, que ce soit la famille ou les professionnels, perçoivent tout de suite un changement dans sa façon qu'elle a d'appréhender l'espace et son environnement. Émilie a maintenant 3 ans et 4 mois. Elle a toujours un petit appétit, mais elle a une bonne évolution psychomotrice. Elle garde juste une instabilité à la marche sur les sols irréguliers. Elle a quelques troubles de l'équilibre qui sont majorés lorsqu'elle est fatiguée. Et à ce moment-là, elle peut tomber. La famille d'Émilie est sereine et contente d'envisager un projet de vie. Et du coup, ils décident de déménager sur Angers. Donc la scolarisation d'Émilie se passe bien. Elle développe sa LSF. Elle a bénéficié aussi là-bas à Angers de kiné vestibulaire. Maintenant, elle sait faire du vélo sans roulette. Elle vient de rentrer en grande section de maternelle. Mais les conséquences de son déficit vestibulaire se font de nouveau sentir dans tout ce qu'est les apprentissages. Parce qu'elle est fatigable, la régulation du tonus est toujours coûteuse, et du coup, c'est compliqué pour elle de se mobiliser dans des praxis fines qu'on mobilise à l'école. Et puis tout ce qui est coordination oculo-manuelle est compliqué pour elle. Voilà, j'en ai fini. Merci. Oui, alors cette histoire d'Émilie est un peu particulière puisque c'est une belle histoire. Et c'est-à-dire qu'on a voulu quand même vous parler d'Émilie et de cet accompagnement parce qu'il nous semble, mais évidemment on ne peut pas le prouver, que le fait que cet accompagnement se soit réalisé très tôt et que la famille ait été très tôt mise à contribution et très coopérante est certainement, c'est peut-être pas, il y a aussi d'Émilie, de sa personnalité, de sa volonté, mais c'est peut-être pas ce qui a fait tout, mais quand même c'est en grande partie, à notre avis, ce qui a pu assurer la bonne évolution d'Émilie. Et malgré tout, et là on va voir maintenant les conséquences, l'ensemble des conséquences de l'atteinte vestibulaire, malgré tout, bon, comme Claire a dit à la fin, on voit quand Émilie arrive au stade des apprentissages scolaires, on voit que là, elle retrouve un peu, même si son évolution a été excellente dans les premières années, elle retrouve les difficultés qui sont liées à l'atteinte des fonctions vestibulaires. Voilà. Donc on va parler, on va donner quelques éléments théoriques liés à cette atteinte, cette double atteinte surdité plus atteinte vestibulaire. On va d'abord parler vraiment du vestibule. Alors c'est un système sensoriel qui est le sixième sens, hein, comme certains l'ont dit, dont M. Berthoz. C'est un système sensoriel qui est apparu vraiment il y a très longtemps. Hein. Et justement, on pense que, de plus en plus d'études montrent que
son influence ne se limite pas aux réflexes d'équilibre et à la motricité, à la posture, à la motricité, mais qu'il y a il a vraiment façonné notre cerveau. Et pourquoi aurait-il façonné à ce point notre cerveau? Et c'est parce que le système vestibulaire, et notamment nous allons le voir, les otolithes, enfin une partie du système vestibulaire, est le capteur de l'accélération gravitaire. Et ça, c'est extrêmement important. Après, c'est la conséquence de tout, quoi. C'est que c'est grâce au système vestibulaire qu'on tient debout. Et c'est grâce au système vestibulaire qu'on peut agir dans l'espace, que notre tête, notre regard reste stable. C'est le plus grand facteur de stabilité qu'on a dans le corps. Voilà. Attends, je vais prendre. Alors, bon, c'est juste j'ai pensé que c'était important de faire ce petit rappel sur quelle est la place du sens vestibulaire dans l'ensemble de la sensibilité proprioceptive, ce qu'on appelle la proprioception. Alors, la proprioception, c'est quoi? C'est la perception de soi-même, consciente ou non. On n'a pas de capteur proprioceptif visible comme ça à l'œil nu. Les capteurs proprioceptifs, ils sont en nous. Alors, l'origine de ces signaux de proprioception, c'est les récepteurs qui sont situés dans nos muscles et dans nos articulations. Dans nos muscles, on les appelle les fuseaux neuromusculaires, et dans nos articulations. Et il y a un troisième type de capteur très très important pour assurer justement cette perception de soi. Déjà, on voit le lien avec l'identité que peut avoir la proprioception et donc le sens vestibulaire, avec le développement de notre identité propre. Donc le troisième type de capteur, ce sont les récepteurs qui sont situés dans l'oreille interne et qu'on appelle les organes vestibulaires. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vraiment vous êtes perdu, n'hésitez pas à interrompre et à poser des questions. Alors là, on va voir l'appareil vestibulaire et ses connexions. Donc, l'appareil vestibulaire, il se trouve dans l'oreille interne. Il est formé par deux types d'organes, les organes otolithiques et les canaux semi-circulaires. Et dans ces organes, on a un type de cellules qu'on appelle les cellules ciliées, qui baignent dans un liquide qu'on appelle l'endolymphe. Alors, ces cellules qu'on voit là, en haut, attends, voilà, tu vois. Ces cellules, on les voit. Vous le voyez le pointeur là? Ouais. Les cellules qu'on voit là, elles ont des cils qui baignent dans l'endolymphe et elles sont sensibles aux changements de vitesse provoqués par les mouvements rapides de la tête. Je fais ça. Voilà. Alors là, il y a tous mes cils, mes cellules ciliées qui agissent, enfin qui se meuvent dans l'endolymphe. Et rapide, c'est très important. C'est-à-dire que si je fais ça, l'appareil vestibulaire, il ne fait rien. Voilà. Il n'agit que si je fais ça. C'est-à-dire que si j'imprime des accélérations, voilà, il réagit aux forces d'accélération. L'appareil vestibulaire, si c'est une vitesse constante, l'appareil vestibulaire ne fonctionne pas. C'est vraiment les accélérations. Oui? Alors, il faut parler fort parce que je suis sourde, hélas.
Ça veut dire que si on veut faire travailler l'enfant, on est obligé de passer par des exercices rapides, sinon on n'est pas efficace. Oh, oui, enfin, c'est de dire que l'appareil vestibulaire fonctionne lors des mouvements rapides et lors des accélérations, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui faire faire des mouvements lents. Voilà, c'est un peu trop systématique après. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, il faut beaucoup pour accompagner un enfant vestibulaire, il faut beaucoup le faire de travail de mouvement dans l'espace. Mais cela étant, il ne faut pas non plus systématiquement se limiter au mouvement rapide, parce que c'est tout un ensemble. On verra. Là, je veux dire, l'accompagnement global est extrêmement important, mais la globalité au niveau du mouvement et de la motricité en fait partie. Voilà. Donc, ils sont sensibles au changement de vitesse, et ces cellules, et elles sont sensibles aussi à la pesanteur. C'est-à-dire, la pesanteur, c'est quoi? C'est la force de gravité, l'attraction terrestre. Et cette force de gravité, c'est une accélération. Hein, c'est l'accélération gravitaire. Voilà. Donc, ces cellules, elles sont sensibles à la pesanteur. Ça veut dire quoi? Qu'elles déchargent de façon continue lorsque la tête est dressée et lorsqu'on est immobile. Voilà. Et donc, c'est pas le système vestibulaire, c'est pas simplement un système qui réagit au mouvement rapide, il réagit aussi à l'immobilité et à la tenue, au maintien de l'immobilité. Voilà. C'est grâce au système vestibulaire que vous pouvez tenir debout ou assis. Donc, il y a 2 organes autolytiques. Alors, ces organes autolytiques, tu les montres? Voilà. Ils réagissent à la position, ils répondent à la position statique, aux accélérations linéaires et à la position statique de la tête. Bon, la position statique de la tête, on vient de le voir, c'est ça. Et aux accélérations linéaires, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis bon, je ne vais pas monter au plafond, mais voilà, c'est ça. Et ce sont ces accélérations forment, ces réponses, forment la base du réflexe vestibulo-spinal ou du réflexe vestibulo-colique. Alors, c'est quoi le réflexe vestibulo-spinal et vestibulo-colique? Enfin, ils vont ensemble. C'est le réflexe qui vous permet par exemple, je vous regarde, je vous regarde, je vous fixe, et puis il y a quelque chose qui se passe là, tout d'un coup je vais, voilà, mais en même temps, bon, je ne sais pas le faire, j'ai trop de volonté là, c'est-à-dire je ne le fais pas de façon naturelle. Alors normalement, le réflexe vestibulo-spinal et colique en l'occurrence me permet de continuer à regarder la dame même si ma tête bouge. Voilà. Parce que mon regard fait un mouvement exactement calibré de la même façon, en sens inverse du mouvement de la tête. Et donc, il y a 3 canaux semi-circulaires, ça c'est la deuxième partie, qui eux répondent aux accélérations angulaires. Alors, on n'est plus l'accélération linéaire, je vais vous montrer que c'était ça. L'accélération angulaire, c'est ça. Voilà, bon, je tourne la tête dans tous les sens. Et les canaux semi-circulaires, ils sont orientés dans les 3 plans de l'espace. Tu les montres? Oui. Et donc, ces canaux, ils organisent la perception des autres canaux sensoriels, la vision, notamment. C'est comme un format, ils forment le cadre de l'espace. Vous voyez, c'est là déjà à travers l'anatomie, on perçoit que le système vestibulaire est le système qui permet qui permet la cohérence, voilà, qui permet la cohérence du mouvement parce qu'il forme le cadre, voilà, il donne le cadre de ce que vous percevez, il donne le cadre de la perception, le cadre du mouvement, de ce que vous vivez, et c'est vraiment
un système qui permet notre relation au monde de façon que ce ne soit pas chaotique, de façon cohérente. Donc, et la base du réflexe vestibulo-oculaire, c'est le RVO. Bon, c'est en gros, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, les connexions de l'appareil vestibulaire. Alors là, je pense qu'on ne va pas... c'est juste, moi, je vous ai mis cette diapositive uniquement pour que vous voyez la complexité des projections du système vestibulaire. Il faut vraiment en prendre conscience. C'est pour ça d'ailleurs que l'atteinte vestibulaire exige une globalité, enfin, entre autres pour ça, exige une globalité de l'accompagnement, pas seulement par les psychomotriciens, mais l'ensemble des professionnels, parce que les projections vestibulaires sont très étendues sur l'ensemble du cerveau et du cortex, et donc touchent énormément de fonctions. Et c'est pas... on a évidemment les fonctions posturomotrices, mais aussi des fonctions qui sont liées au cortex pariétal, et qui concernent la spatialité, l'organisation spatiale, l'orientation spatiale, qui sont liées aux champs oculomoteurs frontaux, qui concernent tout le regard, des fonctions liées aux ganglions de la base, à l'hippocampe, qui concernent la mémoire spatiale, et pas seulement la mémoire spatiale, la mémoire de façon générale. Maintenant, on pense que les informations vestibulaires participent à la mémoire en général, du fait qu'elles ont que les projections vestibulaires sont sur l'hippocampe, qui est vraiment l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire. Bon. C'est très vite dit, hein, mais voilà. Et donc, rien qu'en regardant l'anatomie ou l'anatomophysiologie, on voit à quel point le système vestibulaire et l'information vestibulaire concernent tout notre corps. Pardon ? Oui, et on pense aussi que... tu as raison, merci. On pense aussi qu'il est lié, parce qu'on s'est demandé pourquoi cet appareil vestibulaire, qui concerne le mouvement, il est dans l'oreille. Bon. Et quel est le lien avec l'écoute, avec le son? Et alors on pense que, enfin on fait plus que penser, parce que ça a été quand même pas mal démontré maintenant, qu'il y a un rapport, l'information vestibulaire a un rapport avec le tempo, avec le rythme. Et que c'est grâce à cette information qu'on peut, par exemple, avoir le rythme de la parole. Voilà, bon, et donc c'est pas anodin qu'il soit par exemple, que l'origine embryonnaire soit la même que la cochlée. Voilà. On a dit tout à l'heure que c'était la même origine embryonnaire, la placode optique. On pense que c'est vraiment pas un hasard. Donc on va alors les remarques au sujet des connexions vestibulaires avec le cortex cérébral, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une très très large, donc comme on vient de voir, représentation des projections vestibulaires sur le cortex cérébral. Et donc, comme il y a une très large représentation des projections, il y a un chevauchement avec d'autres réseaux fonctionnels sur le cortex cérébral, et notamment, par exemple, avec le cortex somatosensoriel, c'est-à-dire la perception proprioceptive, de façon, bon, comme on a vu, le système vestibulaire fait partie, l'information vestibulaire fait partie
de l'information proprioceptive. Et c'est parce qu'il y a un chevauchement entre les aires dévolues à la proprioception et les aires vestibulaires. Et donc, il y a un chevauchement, ce n'est pas exactement les mêmes contours anatomiques, mais il y a un chevauchement. Et donc, ces réseaux fonctionnels, on voit bien que le système vestibulaire, c'est comme il y a comme on a vu tout à l'heure avec l'hippocampe et la mémoire. Voilà. Il touche de façon anatomique et physiologique, il touche un ensemble. Les projections vestibulaires touchent tellement d'air et de zones cérébrales que les conséquences d'une atteinte sont vraiment multiples. Voilà. Bon, le PIVC, c'est le cortex pariéto-insulaire, cortex vestibulaire pariéto-insulaire, c'est la région centrale comme on a vu tout à l'heure, c'est la région centrale du cortex vestibulaire. Mais bon, c'est pas. Et on a une dominance à droite, dans l'hémisphère droit. Et alors, certaines zones, ça c'est important, certaines zones corticales sont exploitées en mode hors ligne, c'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure avec la spatialité, le système, l'information vestibulaire, elle n'est pas simplement agissante au niveau de l'orientation spatiale dans l'espace réel, c'est-à-dire là, comme je suis là, je m'oriente vers la chaise, je sais pas quoi, enfin, j'oriente mon regard là, maintenant, ici et maintenant. Là, l'information vestibulaire, elle est très importante, mais elle est aussi importante, c'est-à-dire que, par exemple, tout d'un coup, je pense à ma maison, je dis, zut, où est-ce que j'ai mis la clé? Est-ce que j'ai bien fermé? Et là, je me représente mon appartement, ma clé, où elle est, voilà. Et tout ça, l'information vestibulaire, dans cette représentation mentale, alors que je suis ici, je suis en train de me représenter ma maison, et bien l'information vestibulaire est aussi importante dans cette représentation que dans l'espace réel et au moment où je vous parle. Et on verra que donc ça c'est très très important. Les dernières études qui ont eu lieu en ce qui concerne le système vestibulaire ont vraiment montré l'importance de ce système au niveau de la cognition spatiale. Voilà. Et c'est ce que j'ai appelé le mode hors ligne. Ce que d'autres appellent comme ça d'ailleurs. Alors, on va voir l'information vestibulaire et le contrôle de la posture et du regard. Donc, ce contrôle de la posture et du regard. Alors, contrôle, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Contrôle, ça veut dire ramener au statu quo. C'est-à-dire, je marche, hop, je trébuche sur le fil, là, et hop, je me redresse tout de suite, je me remets dans une position stable, je me remets au statu quo. Je me remets dans la position antérieure. Et ça, très, très rapidement. Parce qu'il y a un très faible nombre de synapses, c'est-à-dire de relais entre les neurones. Et donc, très rapidement, je rétablis ma posture. Et donc, c'est comme ça que le système vestibulaire agit, c'est-à-dire qu'il recherche toujours la plus grande stabilité possible. Alors, c'est par l'intermédiaire, donc là, en ce qui concerne la posture et le regard, c'est évidemment les zones sensorielles et cérébrales les plus importantes, c'est les motoneurones, les neurones de la moelle épinière, hein, les neurones au niveau des mouvements des yeux, du regard, et les neurones au niveau d'une structure du cervelet, qui est une structure qui se trouve donc en dessous des hémisphères cérébraux, ici,
et avec lequel l'appareil vestibulaire a vraiment une très très grande densité de connexion. Et ce cervelet, globalement, il intervient dans la coordination des différentes informations sensorielles et la coordination oculomanuelle, la coordination entre l'action et la perception. Voilà. Et donc on a pu parler, c'est pour ça qu'on a parlé de complexe vestibulo-cérébelleux. Le cervelet est vraiment il est important au niveau de l'intégration de toutes les informations, voilà, sensorielles et motrices. Bon, ben, oui, tu peux. Pardon ? Ah, bien. Voilà, c'est ce complexe vestibulo-cérébelleux fait que ces connexions, cette densité de connexion entre le cervelet et le vestibule fait que le tonus et le mouvement du regard, les mouvements du regard et la posture, donc le tonus postural, sont régulés en continu, c'est-à-dire grâce à l'action de ce complexe. C'est donc ce qu'on appelle le contrôle de la posture et de l'équilibre, qui permet d'avoir le maintien d'une station debout ou assise, l'évitement des chutes par stabilisation du tronc. Je chute, pof, hop, je redresse le tronc tout de suite. Et quand on chute, quand je vous disais tout à l'heure, c'est le système vestibulaire, il intervient dans les mouvements rapides. Quand on chute, en général, c'est très rapide. Hein, on ne chute pas en version lente. Donc, la stabilisation du regard, eh ben, c'est pareil. Au moment de la chute, j'ai pas... Ou même quand je marche, je marche et puis en même temps, tout d'un coup, je regarde l'heure. Bon. Et j'ai pas pour autant le regard qui part dans tous les sens. J'ai pas un regard incohérent. Le regard est toujours régulé, stabilisé, voilà. Et ça, c'est grâce à notre système vestibulaire. Et même si on marche très vite, si vous marchez très vite et puis que quelqu'un vous appelle, tout d'un coup, vous continuez à marcher, vous faites ça, et tout ça se fait très vite, et mon regard, il n'est pas parti au plafond, il n'est pas parti dans tous les sens. Voilà. C'est quelque chose qui se régule en continu. Et ça, c'est grâce à notre complexe vestibulo-cérébelleux. Là, je vous ai mis cette image pour montrer déjà à quel point c'est important dès le début de la vie, ce système vestibulaire. Parce que c'est très, très important de pouvoir maintenir sa fixation visuelle, sa tête, la coordination, donc tête, corps, regard, tout ça est extrêmement important, comme vous le savez tous, hein, c'est extrêmement important dès le début de la vie pour pouvoir, dans la relation mère-enfant, pour pouvoir acquérir, et surtout chez un enfant sourd, enfin surtout, chez un enfant sourd, c'est extrêmement important de pouvoir voir le regard de sa mère pour que puisse s'installer cette relation mère-enfant et la communication. Pardon ? L'accordage. Donc, on va voir les déplacements. On va aborder l'espace, les conséquences sur la structuration spatiale. Et d'abord sur les déplacements dans l'espace réel, dans l'espace là, ici et maintenant. Donc, je vous ai mis cette citation parce que, bon, ben, elle dit tout. Au niveau perceptivo-cognitif, au niveau de la perception et de la cognition, la verticalité, comme la dichotomie de la droite et de la gauche, ça simplifie l'environnement. C'est vrai que cette notion de simplification est très importante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai parlé de cadre. C'est le système vestibulaire, en donnant la verticalité et en donnant le cadre,
permet de simplifier les choses. Après, les choses se passent dans ce cadre et ça assure une cohérence. En l'ordonnant de manière stable, les objets vont ainsi pouvoir être localisés et identifiés relativement à un invariant, améliorant vraisemblablement la rapidité des traitements nécessaires à la réalisation de l'action. C'est mon téléphone. Bon. Excusez-moi. Donc, c'est comme ça qu'on a pu dire que le système vestibulaire établissait un cadre de référence pour l'orientation dans l'espace. Donc, pour estimer les déplacements corporels, le signal vestibulaire, l'information vestibulaire, elle doit être intégrée aux autres informations sensorielles, les signaux, les informations visuelles, proprioceptives et auditives. L'audition est importante dans la structuration spatiale. On l'oublie toujours, mais c'est très très important. Donc, cette intégration se fait dans les structures cérébrales, comme on a vu tout à l'heure, qui sont dédiées au codage spatial. D'ailleurs, on a vu le PIVC, le cortex pariétal, l'hippocampe aussi, qui code la mémoire spatiale, qui code les cartes spatiales, on verra ça tout à l'heure. Et donc, il fournit ce cadre de référence fournit des informations au sujet de la relation spatiale que nous entretenons avec le monde. Et il y a 3 référentiels gravitaires, référentiels spatiaux, qui sont importants. Bon, ce n'est pas la peine de retenir ça par cœur, hein, mais c'est important à connaître, à savoir qu'on a 3 référentiels. Le référentiel donc gravitaire, qui est un référentiel qui est en dehors de nous. La gravité, ce n'est pas dans notre corps spécialement. C'est un référentiel qui est en dehors de nous, qui est lié à l'attraction terrestre. Mais ce référentiel gravitaire, il va être intriqué à notre propre référentiel de notre corps. Bon, et c'est lui qui va nous donner la verticalité. Ce référentiel, donc, est le référentiel gravitaire, le référentiel égocentré, qui sont complètement intriqués. Et puis, il y a le référentiel allocentré. Et le référentiel allocentré, c'est ce qui nous permet de se référer à l'espace en dehors de nous. Ce n'est pas l'espace de notre propre corps, c'est l'espace autour de nous. On va le voir un peu plus en détail. Alors, cette organisation, référentiel gravitaire, référentiel égocentré, référentiel allocentré, c'est toute une organisation qui nous permet de localiser les objets dans l'environnement et d'anticiper, comme c'est localisé, comme c'est stable, comme c'est simplifié, comme on a vu tout à l'heure. L'environnement, cet environnement est simplifié et stabilisé, ça nous permet d'anticiper l'action d'autrui et des objets qui sont dans l'environnement, comme par exemple une voiture. Ou je sais pas. Bon, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre que nous percevons l'environnement, l'espace en dehors de nous. Alors, lorsqu'on agit, les changements de référentiel sont incessants. C'est sans arrêt. C'est-à-dire, on va d'un référentiel à un autre. Bon, par exemple, je marche et je vais je vais rejoindre une personne. Je marche vers cette personne. J'ai mon référentiel allocentré, égocentré et gravitaire qui importe. Et puis, en chemin, je trouve un objet, je le prends, je le manipule, je me demande ce que c'est ce truc, et là, je passe à un référentiel allocentré. Et c'est sans cesse comme ça. Je veux dire, à partir du moment où on agit, pof, on passe d'un référentiel à un autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce passage de référentiel en référentiel, il doit être très précis pour pas agir dans l'incohérence.
Donc, et c'est le système vestibulaire qui permet cette précision. Voilà. Cette stabilité et cette précision. Voilà, bon, on a parlé des référentiels, le référentiel gravitaire, qui est donné par les otolithes, comme on a vu tout à l'heure, qui donne la direction de l'accélération gravitaire et qui permet la représentation de la verticalité. Les otolithes actualisent constamment notre position dans l'espace en fonction de la force de gravité. Cela nous permet de nous représenter le monde extérieur selon les vecteurs spatiaux, les axes horizontaux, verticaux et sagittal. Donc, le vecteur gravitaire, aligner la force gravitaire avec l'axe principal du corps, c'est la valeur de base dans tout type de déplacement et de comportement. Si on n'aligne pas ce vecteur gravitaire avec notre propre verticalité, on ne peut plus agir, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus rien faire. Donc c'est extrêmement important et c'est pour ça, c'est le centre, c'est vraiment le nœud, le centre qui fait que ce système vestibulaire est si important, qui capte vraiment la force de gravité. Le référentiel allocentré s'est élaboré à partir d'informations visuelles en mouvement, et il est intriqué aussi avec le référentiel gravitaire. Et c'est grâce à l'orientation des canaux semi-circulaires qu'on a vu tout à l'heure. La deuxième, il y a otolithe et canaux semi-circulaires. C'est grâce à l'orientation de ces canaux semi-circulaires dans les 3 plans de l'espace que nos yeux peuvent bouger de façon cohérente et ces mouvements oculaires peuvent être réalisés dans tous les plans de l'espace. Voilà. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure plus ou moins, mais bon, c'est les structures cérébrales qui sont dédiées au codage spatial. Il y a le cortex pariétal, le PIVC, le cortex vestibulaire pariéto-insulaire et l'hippocampe. Donc on a vu le PIVC, on en a déjà beaucoup parlé. Par exemple, alors c'est le cortex pariéto-insulaire. Et par exemple, le cortex pariétal postérieur, c'est une petite partie du cortex pariétal. Il permet la formation d'une représentation visuelle de l'espace proche. Pas l'espace lointain, mais l'espace proche. Et c'est grâce aux informations vestibulaires qui arrivent sur ce cortex pariétal postérieur qu'on peut se représenter l'espace autour de nous, qui est proche de nous. C'est juste un exemple, c'est pour vous montrer que c'est fin, quoi. C'est pas quelque chose de très. Ces informations vestibulaires, elles sont très différenciées. Voilà. Et c'est leur ensemble qui donne une perception de l'ensemble de l'espace. Et l'hippocampe, le siège de la mémoire, comme on a vu tout à l'heure, qui reçoit énormément d'informations vestibulaires et qui sont indispensables pour coder la position et l'orientation de la tête dans l'espace. Bon, il y a eu plein d'études qui ont été faites sur des rats et sur des souris et qui montrent que dans des labyrinthes, etc., et c'est grâce à ces études qu'on a pu montrer que l'orientation de la tête dans l'espace était liée aux cellules de l'hippocampe. Et on a montré que l'absence d'information vestibulaire dans l'hippocampe, elle conduit à l'élaboration de représentations du corps anormales. C'est-à-dire qu'on verra tout à l'heure que le système vestibulaire intervient à des conséquences en termes de perception de l'espace. Il a de l'espace en dehors de nous. Il a aussi des conséquences en termes de perception de notre propre espace, de notre schéma corporel, et donc de notre action dans l'espace. Et
s'il n'y a pas d'informations vestibulaires qui vont dans l'hippocampe, eh ben, on a toutes ces informations, la perception de nous-mêmes agissant dans l'espace est déformée. Voilà. Et on a montré aussi que le volume de l'hippocampe, le volume de cette structure cérébrale, donc qui est très centrale au niveau du cerveau, qui est très ancienne et qui est donc le siège de la mémoire, on a montré que ce volume de l'hippocampe était très significativement diminué lorsqu'il n'y a pas d'information vestibulaire qui arrive sur cet hippocampe. C'est pour ça que le vestibule intervient évidemment dans la mémoire spatiale, mais en fait, on pense qu'il intervient plus que dans la mémoire spatiale. Il intervient dans la mémoire en général. Alors, donc là, on parlait de l'espace réel. En fait, l'information vestibulaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'intervient pas seulement dans l'espace réel, elle intervient dans la représentation du monde qu'on se fait mentalement. C'est-à-dire que l'orientation dans l'espace, mais la représentation de soi aussi, de soi dans l'espace, la représentation des mouvements de l'autre et des mouvements des objets, la représentation de l'interlocution aussi, la représentation de moi parlant avec quelqu'un d'autre, de l'interaction avec l'autre et de l'interaction avec des objets, tout ça, toute cette représentation à laquelle on pense à longueur de journée. Bon, je veux dire, on ne fait que ça. Surtout si on a un tempérament un peu rêveur, on est constamment en train de penser à des actions ou de la communication avec d'autres personnes pendant qu'on fait autre chose. Voilà, c'est-à-dire que, bon. Et donc, tout ça, c'est vraiment très, très lié à la qualité des informations vestibulaires. Donc là, on va voir la cognition spatiale et la représentation de notre propre corps. Donc l'information vestibulaire et cognition spatiale, évidemment, l'information vestibulaire intervient sur l'intégration mentale des trajets. Le souvenir qu'on a pour venir à l'INJS, par exemple, la mémorisation du trajet depuis le RER Luxembourg jusqu'ici, à partir de notre position initiale, on en déduit, lorsqu'on fait pour la première fois le trajet, par exemple, on en déduit la forme du trajet parcouru, la distance, les virages effectués, je tourne rue de la BBP, après je vais à droite, etc. Notre vitesse de locomotion, on sait si on marche vite ou si on marche lentement, et le temps qui s'écoule, on le juge à peu près, voilà. Et tout ça, ça rentre dans notre cerveau, et la prochaine fois, eh ben, peut-être pas la prochaine fois, ça dépend si on est bon ou si on est mauvais, mais on fait ça 2 ou 3 fois, et ben après, c'est tout est dans notre tête, si j'ose dire. On sait exactement combien de temps on va mettre, à peu près, enfin, pas exactement peut-être, mais si quand même. Au bout d'un certain temps, on sait qu'on va mettre 3 minutes ou 10 minutes pour venir du métro jusqu'ici. Voilà. Et donc, on peut anticiper. C'est pour ça que le système vestibulaire, l'information vestibulaire intervient dans l'anticipation de l'action. Et ça, c'est très important. Alors, les patients qui ont des atteintes vestibulaires, ils montrent des performances affaiblies dans l'intégration mentale d'un trajet. Ils ont des difficultés à manipuler les images mentales concernant le trajet effectué. Alors, par exemple, ils vont pas pouvoir inverser la trajectoire. C'est-à-dire que on va venir à l'INJS à partir du métro Luxembourg, mais on va retourner au métro Luxembourg ce soir. Et ben, pour un patient qui est vestibulaire, il va avoir une performance affaiblie dans l'inversion du trajet, parce que pour penser à notre retour au métro Luxembourg, il faut inverser le trajet qu'on a fait le matin. Et ben là, la personne vestibulaire
C'est pas qu'elle va pas pouvoir, mais elle va avoir des performances très affaiblies. Voilà. Il va falloir qu'elle fasse ce retour comme si c'était l'aller. Ah oui, il y a une question, pardon. Ah, Juste pour clarifier, quand vous parlez d'une personne vestibulaire, vous parlez de quelqu'un en aryflexie? j'ai pas entendu. Ah. Donc juste pour clarifier, quand vous parlez de quelqu'un de vestibulaire, c'est quelqu'un qui a un trouble vestibulaire ou quelqu'un qui est en aryflexie vestibulaire? Alors là, en ce qui concerne la cognition spatiale, les effets vont être vraiment majeurs chez les personnes aréflexiques. Voilà, et vraiment aréflexiques vestibulaires. On a montré qu'il y avait des effets aussi chez les personnes qui n'étaient pas complètement, dont l'atteinte vestibulaire était incomplète, c'est-à-dire qui n'ont pas d'atteinte, qui ont pas d'atteinte autolytique, mais des atteintes des canaux semi-circulaires. Il y a aussi des effets, mais très atténués. Voilà. Non, effectivement, vous faites bien de poser la question. Si vous voulez, c'est aussi ce qu'on montre de faire des études chez les patients congénitaux aréflexiques, ça permet de voir quelles sont les influences du système vestibulaire. Voilà. C'est pas, mais effectivement, après, dans la clinique, dans notre clinique de tous les jours, il faut faire attention. Par exemple, chez Émilie, dont on a parlé tout à l'heure, on a montré, les examens vestibulaires montrent qu'il y a une évolution de l'atteinte. Je me trompe? Oui, ils ont précisé, mais au début, on n'avait pas. On peut penser que l'atteinte vestibulaire au départ n'était pas aussi importante que celle qu'on a au troisième ou quatrième examen. Et c'est peut-être aussi ça qui a fait que Émilie a eu cette évolution du fait qu'elle a été prise en charge très précocement et qu'au départ, elle n'avait peut-être pas une atteinte vestibulaire complète. Ça a joué, la combinaison des deux a joué dans le fait qu'elle a eu cette évolution très bonne, voilà, au niveau posturomoteur. Oui. Mais dans ce cas-là, vous pensez que c'était pas possible au jeune âge de voir toutes les atteintes ou c'est vraiment une évolution? Ben, je ne sais pas, mais je pense, il me semble que on peut dire que les examens étaient pas bons au départ. Le jeune âge faisait que c'était pas simple. Je pense qu'il doit y avoir une évolution. Non? Le centre dans lequel elle fait les bilans a l'habitude de passer chez les très jeunes enfants. Donc on peut penser que les résultats sont fiables et qu'il y a c'est plutôt en faveur d'une évolution. Comme dans les CMV, exactement, ouais. D'ailleurs, dans ce cas-là, au bout du compte, c'était quoi sa maladie à Émilie? Je ne sais pas. On ne sait pas, d'accord. C'est aussi en faveur cette évolutivité du trouble vestibulaire, comme l'évolutivité au niveau de la surdité, qu'on retrouve en parallèle. Cette évolutivité, c'est en faveur de la prise en charge très précoce. Parce que plus on va intervenir précocement, moins on va être dans une aréflexie vestibulaire, justement. Alors, les processus, ça c'est important, les influences vestibulaires sur les processus cognitifs qui sont sous-jacents à la transformation mentale des objets et à leur localisation. Les objets de l'environnement. Les objets, ça peut être les objets inanimés, mais ça peut être aussi les personnes. Ces objets de l'environnement, comment ils sont appréhendés?
Ils sont appréhendés par leur changement d'apparence quand on marche autour d'eux. Si je me balade dans la pièce, je ne vais pas vous voir les objets de cette pièce et vous voir de la même façon selon l'angle de vue. Bon, ça tombe sous le sens. Par leur manipulation. Si je manipule je vais avoir des afférences tactiles. Si je manipule la chaise, par exemple, ou un ordinateur, je vais avoir des afférences tactiles. Et de poids, proprioceptives, qui vont me permettre de mieux appréhender l'objet. Nous sommes également capables de faire tourner un objet mentalement afin de le comparer à un autre objet. C'est-à-dire que je veux comparer cette chaise à un fauteuil que j'ai chez moi. Je suis capable tout à fait de faire tourner la chaise dans ma tête et de faire tourner mon fauteuil de façon à les comparer et à voir quel est le plus pratique. Donc, petit à petit, l'enfant, il va mentaliser l'espace visuel, les transformations de ces objets dans le monde, et petit à petit, il va acquérir une mentalisation, une représentation de l'espace dans lequel il évolue, et des objets et des personnes autour de lui. Et dans cette mentalisation, les influences vestibulaires sont primordiales parce qu'elles donnent, on l'a déjà dit, grâce au cadre de référence, grâce aux références spatiaux qu'on a vus tout à l'heure, référentiel gravitaire, référentiel égocentré, référentiel allocentré, et tout ça très intriqué et qui change en permanence. Grâce à tout ça, ces influences vestibulaires vont donner la matrice, ce qu'on appelle la matrice, la forme des coordonnées générales de l'espace. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir un contenant, en gros c'est le contenant qui nous permet de ne pas vivre dans un espace complètement chaotique. Moi, mon enfant est aréflexique, donc du coup, c'est pour ça que je suis ici pour comprendre. Ça veut dire qu'un enfant, au départ, a une vision, si par exemple, lui, il pense à sa chambre, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il voit, je ne sais pas, son lit sur le côté, en hauteur, de façon démesurée. Enfin, j'essaie de comprendre, en fait, d'illustrer vos propos par rapport à, justement, une aréflexique, comment, alors que l'enfant compense, parce qu'à terme, il va, j'imagine, compenser et y arriver. Parce que finalement, le problème vestibulaire, ça se compense, de ce que j'ai compris. Ça se compense très vite. Voilà. Et on aide à compenser, justement. La prise en charge précoce permet de compenser ce déficit. Mais voilà, j'essaie vraiment en fait de comprendre qu'est-ce que ressent l'enfant aréflexique dans tout ce que vous décrivez. Et est-ce que c'est possible du coup que vous illustriez un peu par exemple, de dire un enfant réflexique, je ne sais pas, il va voir dans sa chambre que c'est mis de façon en désordre, ou quand il va se déplacer pour lui. J'ai vraiment besoin de comprendre. Il compense très vite grâce à la vision. Bon, parce que la vision donne aussi la verticalité et donne les informations vestibulaires sont extrêmement importantes, mais ce ne sont pas que les informations vestibulaires. Il y a aussi la sole plantaire qui permet, le dessous des pieds, qui donne des afférences tactiles, proprioceptives, qui permet de nous donner aussi cette verticalité et cette conscience de soi dans l'espace. Voilà, quand on marche dans l'espace. Donc, il va très vite compenser, mais il va rester quand même, peut-être qu'il va se cogner dans les objets, peut-être qu'il va... C'est l'action dans l'espace qui est... C'est pas que la perception qui est... Pardon ? C'est plus les distances relatives. Voilà, c'est la relation à cet espace qui va être perturbée. C'est pas l'espace en lui-même qui va, il va pas avoir des objets qui partent dans tous les sens comme dans Harry Potter. Il va vraiment avoir une relation perturbée à cet espace dans le mouvement. Il faut toujours imaginer que là, on parle d'espace, mais on parle d'espace en mouvement tout le temps.
C'est toujours ça. Hein. Les informations visuelles, c'est les informations visuelles dynamiques. Hein. C'est ce qui permet... bon, c'est aussi... l'espace est toujours en mouvement. C'est rare qu'on ait en face de soi un espace qui soit statique, complètement statique, je veux dire. Et c'est cette relation de soi. Il faut toujours penser soi et l'espace. Voilà. Et c'est cette relation de soi avec l'espace qui va très vite, qui au départ, si l'enfant est aréflexique vestibulaire, effectivement, va être très très perturbé, mais très rapidement, il va avoir d'autres informations. Vous allez agir, hein, sa famille, ses parents, spontanément on agit. Je veux dire, un enfant qui se laisse tomber, ben on va le redresser, un bébé, on va le redresser. Enfin, je veux dire, spontanément, on fait beaucoup de choses. Et petit à petit, il va intégrer ça. Voilà. Mais il va falloir qu'il soit aidé. Mais il ne va pas... Comment dire? Il ne va pas... c'est pour la compréhension de l'action du vestibule, notamment dans la compréhension de ce cadre de référence que donne le vestibule. J'exagère un peu, effectivement, mais il faut voir ça dans une vision dynamique et relationnelle. Vous avez dit que ça avait un impact sur la mémoire, c'est pour ça que je demandais, en fait, quand il pense à sa chambre, etc., comment vous disiez que le vestibule, du coup, avait permis justement de... On peut penser qu'il va avoir des perturbations au niveau de la mémoire spatiale, de la mémoire de sa chambre et de la mémoire des objets qu'il y a dans sa chambre et où ils sont placés, de leur localisation surtout. D'ailleurs, c'est ce que les psychomotriciens peuvent travailler dans toute la mise en place des moyens de compensation qu'on peut travailler en séance en demandant à un enfant de dessiner le plan de sa chambre. Et on va pouvoir se rendre compte qu'en fait, les éléments ne sont pas forcément au bon endroit ou les proportions. Et c'est tout ce travail de compensation qui se fait lors des rééducations en psychomotricité, en ergothérapie. Donc, après, en fonction de l'atteinte et en fonction de l'enfant aussi, soit la compensation, on va réussir à aller un peu loin via la rééducation, soit il va y avoir des restes, et en fonction des enfants, on verra ce qui est le plus difficile ou pas. C'est plus apprécier les objets les uns par rapport aux autres qui est compliqué qu'un objet seul et isolé statique. Oui, excusez-moi, je voulais répondre aussi à votre question. Voilà, j'ai un exemple qui me semble bien parlant. J'ai eu affaire pendant quelque temps à des jeunes adolescents en collège. Ils étaient 6 par classe. Bon, c'était des enfants sourds avec des troubles associés. Ils avaient eu très très peu de rééducation jusqu'à leur arrivée au collège. Et quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que, par exemple, si on leur demandait de dessiner leur classe, c'est-à-dire l'armoire à gauche, la porte à droite, la fenêtre, etc., c'était vraiment très, très confus. Il n'y avait pas moyen leur représentation était vraiment difficile. Et alors finalement, la solution, ça a été de les faire bouger, c'est-à-dire de rentrer finalement dans une action pour pouvoir aller toucher, pour pouvoir revenir à sa place, pour pouvoir aller se déplacer. Et il n'y a que dans le déplacement et le mouvement que cette mémorisation a pu se mettre en place. Ceci dit, ça a été très long, hein, parce qu'après, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement la classe, c'est une classe dans laquelle ils étaient depuis 2 ans. Là, hein, c'était pas seulement... que c'était pareil au niveau de l'établissement. Ils ne savaient pas où était la cour, ils ne savaient pas où était l'escalier, ils n'arrivaient absolument pas à se repérer. Et c'est vrai que un gros travail en essayant de les amuser, en faisant un jeu de piste, etc., en les accompagnant, mais vraiment, hein, que ça a pu s'améliorer. Et je pense, avec dommage, que si ces enfants avaient été davantage suivis depuis tout petit, ils n'en seraient pas arrivés là. Bon, ça ne les a pas empêchés de grandir, ça ne les a pas empêchés de vivre, mais on se rend compte à quel point on n'imagine pas la confusion que ça intrigue. Parce que ça a des conséquences aussi sur l'extérieur, sur leur vie de tous les jours, sur leur quotidien, sur la façon dont ils vivent le monde, dont ils le comprennent. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus cette facette, c'est que le monde leur apparaît bien souvent de façon
qu'on n'imagine même pas. C'est-à-dire que des fois, il y a de la pensée magique dans les choses. On va au distributeur de billets, les billets sortent, mais ils ne peuvent pas imaginer ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'argent, que la machine... Enfin, et leur vie de tous les jours, elle est comme ça, faite de choses qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Bon, bah, ils vivent quand même. Hein. Mais c'est... Ah ben, ils suivent le mouvement. Excusez-nous, mais vraiment, il faut vraiment penser à prendre le micro, s'il vous plaît, parce que... Je demandais comment ils se déplaçaient dans l'école avant que vous vous aperceviez de ça. Ça veut dire qu'ils suivaient de manière systématique sans comprendre? Exactement. Ils suivaient de façon non pas instinctive, mais répétitive, sans mémoriser, sans intégrer. Voilà, c'est le mot intégration qui n'était pas lu. Voilà. Bon, c'est juste là une... Merci Sylvie. C'est une diapositive sur les effets que peut avoir l'atteinte vestibulaire sur la cognition spatiale, parce que donc il y a notamment sur les informations qui sont présentées dans un ordre spatial spécifique. Par exemple, la ligne mentale des nombres. Dans notre société occidentale, la ligne mentale des nombres, elle va de gauche à droite. 1, 2, 3, 4. Et quand vous comptez, vous vous en rendez pas compte, hein, mais si vous n'avez pas d'atteinte vestibulaire, vous avez cette représentation spatiale dans la tête. Et l'atteinte vestibulaire, du fait qu'elle a un effet sur l'orientation dans l'espace, elle a un effet sur l'orientation dans l'espace mental aussi, et donc sur l'arithmétique, sur la numération. C'est pareil pour la ligne mentale du temps, voilà, qui est représentée de gauche à droite ou d'arrière en avant dans nos sociétés. Et on a aussi des influences vestibulaires donc, sur les apprentissages de domaines qui demandent une mentalisation spatiale de la tâche, c'est-à-dire en syntaxe, l'apprentissage de la syntaxe d'une langue est en grande partie, se fait en grande partie spatialement, et c'est-à-dire de l'agencement des parties de phrases entre elles, et ça se fait et des mots entre eux, on va dire plutôt, et ça se fait en partie spatialement, et donc l'atteinte vestibulaire peut avoir une influence sur ce développement de la syntaxe. La géométrie, on verra cet après-midi, c'est la même chose. Et en arithmétique, par exemple, on a vu la numération, on vient de parler de la numération. Au niveau des opérations, c'est pareil. Les opérations en réel, en temps, enfin online, on pose des opérations, on apprend aux enfants à poser des opérations, donc ça se fait en grande partie spatialement. Et après, lorsqu'on mentalise les opérations, on les mentalise aussi en partie spatialement. Ça dépend des individus. Il y a des individus pas du tout, il y en a d'autres beaucoup. Voilà. Mais on mentalise les choses aussi spatialement. Et donc, l'influence vestibulaire peut se faire sentir. Il faut que j'aille vite. Mais alors là, on en a parlé, donc je pense qu'on va passer cette slide. Donc l'influence vestibulaire sur la représentation de nous-mêmes, de notre propre corps, et donc l'influence vestibulaire sur le développement de notre identité. On va passer directement donc à la dernière ligne. Lors du mouvement, lorsqu'on bouge, l'afflux d'informations vestibulaires sur le cortex sensoriel restaure le schéma. Ça, c'est de nombreuses études qui ont montré ça. Ça restaure le schéma corporel. Et c'est-à-dire que c'est exactement ce que vient de dire Sylvie. Hein. C'est faire bouger. Plus on bouge, plus on a un afflux d'informations vestibulaires sur le cortex somatosensoriel, parce que sur le cortex proprioceptif. Et plus on bouge, plus on a un afflux d'informations vestibulaires, et ça restaure donc le schéma corporel.
Et donc, on s'est demandé plutôt si la stimulation vestibulaire pourrait soulager la douleur en contribuant à améliorer le schéma corporel perturbé. On sait que dans beaucoup de cas de douleurs articulaires, de douleurs, le schéma corporel, même chez les personnes âgées, leur schéma corporel est perturbé. Et donc, on s'est demandé si des stimulations vestibulaires, alors là, on en parlera à la pause si vous voulez, mais c'est les stimulations vestibulaires, c'est par calorique ou c'est en envoyant de l'eau chaude ou froide dans les oreilles. Enfin bon, mais ça on le fait pour les études, hein, dans la recherche, et on s'est demandé si de faire ces stimulations vestibulaires pouvait améliorer la douleur, améliorer les patients qui sont très douloureux. Alors, les processus affectifs, l'affectivité et les mouvements du corps sont interconnectés. On le sait très intuitivement. Les enfants qui pleurent, on les prend dans nos bras et puis on imprime des balancements ou on va les promener. Bon, bref, il y a quelque chose de très connecté entre l'affectivité, oui, l'expression de l'affect et puis le mouvement. Ça, c'est une citation donc, de M. Berthoz. Les réflexes posturaux entraînent plus qu'un changement de posture. Le déséquilibre, lorsqu'on chute, lorsqu'on se déséquilibre, on le ressent comme une menace, hein, comme quelque chose qui déclenche une réponse affective. On peut, même si on ne tombe pas, si on est un peu sensible, enfin un peu beaucoup, on peut se mettre à pleurer, avoir des larmes qui coulent parce qu'on a failli chuter. Voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est hyper connecté là. Et on sait que les processus affectifs, ils impliquent l'insula, le cortex singulaire, c'est-à-dire des mêmes zones cérébrales que les zones sur lesquelles projette le système vestibulaire. Donc ça va dans le sens de cette interrelation très étroite entre affectivité et vestibule. Et on ne sait pas exactement quels sont les mécanismes exacts sous-jacents, mais peu importe. Et on vient de voir justement que la stimulation vestibulaire pourrait soulager la douleur. Et moi, je me suis demandé, mais bon, ça n'engage que moi en fait, si inversement, l'atteinte vestibulaire pourrait aggraver la douleur. Et en fait, cette intuition, ce sentiment m'est venu à partir des enfants atteints de syndrome Charge, qui sont souvent très douloureux et chez qui il y a une atteinte vestibulaire souvent très, très importante. C'est surtout les canaux semi-circulaires, pas toujours les otolithes qui sont atteints. Mais bon, dans le cadre de ces atteintes polysensorielles, on s'est souvent demandé s'il n'y avait pas des troubles du comportement qu'on percevait n'étaient pas liés à la perception de douleur qu'on ne savait pas où, enfin que l'enfant ne savait pas où localiser. Voilà. Et donc, dans cette difficulté de localisation, on peut aussi se demander si le système vestibulaire, me semble-t-il, n'intervient pas. Voilà. Bon, l'historique, je vous le passe. C'est juste, j'ai mis cet historique, en fait, c'est un début d'historique. J'ai mis ce qui est en gras, c'est important. C'est-à-dire, ça vient dans la régulation des processus affectifs. On voit bien que maintenant, depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup de recherches qui sont faites au sujet de troubles psychiatriques et troubles vestibulaires. Chez le sujet âgé, on voit bien qu'il y a un lien entre la dégénérescence vestibulaire qu'on retrouve chez beaucoup de personnes âgées atteintes de démence. Et
on observe aussi le lien entre la dégénérescence vestibulaire et les troubles psychiatriques, et notamment la bipolarité. Voilà, les troubles cognitifs du sujet âgé, mais bon, pourquoi pas chez les enfants aussi qui ont des troubles, certains enfants qui ont des atteintes vestibulaires avec beaucoup de ce qu'on appelle communément les troubles du comportement. Donc, les informations vestibulaires, on l'a dit souvent, elles contribuent au développement de la conscience de soi, à la discrimination entre soi et l'autre, et donc elles jouent un rôle très important dans l'interaction avec l'autre, donc dans l'affectivité, dans voilà, tous ces troubles psychiatriques qui sont liés à la relation avec l'autre. On peut se demander s'il y a une atteinte vestibulaire qui pourrait avoir une influence sur cette relation entravée. Alors, chez les enfants sourds, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des effets très spécifiques sur l'acquisition du langage et donc de la vie sociale de l'enfant sourd. Le petit enfant sourd, il doit pallier le manque d'informations auditives par des informations visio-gestuelles qui surviennent dans l'espace d'interlocution, donc la configuration des signes, du LPC, et il doit pouvoir fixer successivement son attention sur ces signes qui sont réalisés, sur beaucoup de choses. Voilà, sur les objets évoqués, sur la personne avec qui il est en interlocution. Et tout ça, toutes ces informations visuelles, elles seront captées, comme on l'a vu tout à l'heure, que s'il a une posture et un regard de très bonne qualité. Et ça peut avoir une répercussion, évidemment, sur la vie sociale. Sur l'élaboration du schéma corporel, on l'a vu, on a vu que donc l'atteinte vestibulaire avait des conséquences sur l'élaboration du schéma corporel, sur la représentation de soi, de son propre espace, et chez un enfant sourd, cette mentalisation, comme un enfant sourd, il compense par son système, par sa vision et par sa vision des objets en mouvement et sa vision de l'autre, sa vision au niveau du langage, etc. Il doit avoir une perception de lui-même et de son rapport au monde visuellement très très bonne, sans faille. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on peut se demander si chez l'enfant sourd, ces conséquences vestibulaires sur la perception de soi et de soi dans le monde, c'est pas considérablement aggravé. Voilà. Parce que du fait qu'il n'a pas l'audition et qu'il peut possiblement avoir une difficulté d'élaboration du langage, forcément il n'a pas d'appui. Voilà. Et comme il compense visuellement, voilà, chez lui, ça va être une double difficulté. Et par exemple, oui, il y a des répercussions sur l'acquisition du langage. Bon, on l'a vu. L'approche, par exemple, d'une voiture dans la rue, l'enfant sourd vestibulaire, non seulement il ne va pas entendre la voiture, un enfant sourd qui est aussi vestibulaire, il ne va pas entendre la voiture venir, mais en plus, il ne va pas bien percevoir l'accélération. Comme je vous disais, c'est un capteur d'accélération, le système vestibulaire. Il ne va pas bien percevoir l'accélération de la voiture. Donc, il ne va pas pouvoir évaluer quand la voiture va arriver à l'endroit où il est. Et donc, c'est toujours cette compensation de l'atteinte auditive par le monde visuel, et le monde visuel et le mouvement des objets dans le monde qui va être perturbé par l'atteinte vestibulaire. Donc, il va être doublement entravé. Bon, et pour la numération, c'est pareil. Voilà, et c'est juste un schéma qui montre
comment chez l'enfant sourd, il y a énormément de choses, enfin, il y a tout, à la fois cette atteinte auditive et cette atteinte vestibulaire, qui vont à peu près toucher toutes les fonctions, enfin, un grand nombre de fonctions cognitives, et notamment la cognition spatiale, mais la cognition spatiale, c'est énorme, c'est presque tout, et la représentation de soi. Et donc, ça va entraîner une fatigabilité extrêmement, extrêmement importante chez l'enfant sourd. Voilà. Chez l'enfant sourd, chez l'enfant vestibulaire non sourd, ça va entraîner de la fatigue. Les troubles posturomoteurs entraînent de la fatigue de toute façon. Mais chez l'enfant sourd, ça va être colossal. C'est-à-dire cette fatigabilité, c'est un symptôme en soi. C'est à prendre en compte de façon très très forte. Et il va y avoir, du fait de cette fatigabilité, du fait des difficultés d'audition et du fait de la problématique langagière que l'astreinte vestibulaire va entraîner, eh ben, il va y avoir un problème de régulation affective, un problème d'humeur, de régulation de l'humeur très fréquemment, voilà, qui va toucher l'enfant sourd. Voilà. Ça, c'est une bibliographie. Merci Elisabeth pour toutes ces recherches et ces lectures d'articles réguliers qui nous permettent de nous tenir au fait des dernières avancées et des dernières recherches. Et merci à Claire Pourcelot, qui est psychomotricienne au CEDA de Besançon et qui accueille très régulièrement des enfants sourds porteurs d'un trouble vestibulaire. Je tenais à préciser que c'est important ce qu'on a dit ce matin sur où se trouve l'atteinte vestibulaire. Donc, dans le cas d'une aréflexie, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale, vous avez bien compris que rien ne fonctionne, que ce soit les canaux semi-circulaires ou les organes otolytiques. Et ça, on le voit dans les bilans vestibulaires. Et c'est très important de savoir dans le bilan vestibulaire s'il y a une aréflexie ou s'il y a une atteinte partielle, soit des canaux, soit des organes otolytiques, parce qu'on a bien vu que ce n'était pas la même atteinte et donc la même perception du mouvement, de la direction, des changements de position, et ce qui permettra ensuite dans les rééducations de cibler plus de manière spécifique sur chaque enfant. Voilà.